En cette journée mondiale des réfugiés, le nombre de déplacés dans le monde n'a jamais été aussi élevé. Dans son rapport, l'ONU revient sur cette augmentation historique. Le second tour des élections législatives en France et Emmanuel Macron qui apparaît isolé ce lundi matin. Le président français a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue établie à 289 sièges sur 577. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont réellement hostiles. Ainsi, les candidats macronistes ensemble remportent 245 sièges devant la coalition de gauche NUP, 131 sièges, et le Rassemblement national avec 89 sièges. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle se voit reconduite, va devoir affronter de fortes turbulences. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ambiance bien plus heureuse à l'annonce des résultats pour l'alliance de gauche scellée derrière Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui n'a pas manqué d'insister sur la déroute du parti présidentiel. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Le RN réalise une percée historique et jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen d'afficher clairement sa satisfaction de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. Ces résultats ouvrent une période délicate de tractation à tous les niveaux pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier les postes de responsabilité dans la nouvelle Assemblée. En cette journée mondiale des réfugiés, prendre la route avec une seule valise est aujourd'hui la réalité d'un très grand nombre de personnes. La crise des réfugiés provoquée par la guerre en Ukraine a recentré l'attention sur le sort de millions de personnes déplacées à cause des conflits. Selon le rapport de l'ONU publié jeudi dernier, près de 90 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur région ou leur pays à la fin de l'année 2021. À titre de comparaison, en 2011, les Nations Unies recensaient environ 40 millions de déplacés forcés dans le monde. En parallèle, le nombre de demandeurs d'asile a dépassé les 4,5 millions en 2021. L'Allemagne est le pays de l'Union européenne qui a reçu le plus grand nombre de nouvelles demandes. Avec plus de 3,8 millions de réfugiés, la Turquie est actuellement le pays qui accueille le plus de personnes. Dans le monde, 4 pays seulement ont accueilli près d'un tiers de tous les réfugiés. La guerre, les persécutions ou les violations des droits humains restent les principales causes de ces déplacements de population. Les chiffres des réfugiés ukrainiens n'étant pas pris en compte dans ce rapport, la Syrie reste le premier pays pourvoyeur de réfugiés en 2021. En plus de la Syrie, près de la moitié des réfugiés sont originaires de seulement quelques pays comme l'Afghanistan, le Sud-Soudan et la Birmanie. Le rapport accorde également une attention particulière à la situation au Venezuela, que l'ONU qualifie de deuxième plus grande crise de réfugiés. Au niveau mondial, il y avait plus de 6 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants vénézuéliens en 2021. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Confrontés à l'augmentation des prix, de nombreux Allemands se tournent aujourd'hui vers des banques alimentaires, comme ici près de Berlin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inflation s'accélère et a atteint le mois dernier 7,9% sur un an, du jamais vu depuis la réunification en 1990. Résultat, de nombreux foyers modestes et des retraités sont dépassés par cette flambée des prix. On réfléchit vraiment avant d'acheter quelque chose, dit cette femme. On se demande si on en a vraiment besoin, si on peut s'en passer ou attendre les soldes. La hausse des prix concerne notamment les produits de base. Le pain, comme je suis seul et qu'il coûte plus de 2 €,
Ce n'est pas possible. Il y a aussi le beurre et même la saucisse qui coûtait 99 centimes. Maintenant, elle peut être à plus de 2 €. Parfois, je rentre du magasin les larmes aux yeux car il y a beaucoup de choses que je ne peux plus me permettre d'acheter. Beaucoup demandent des mesures d'aide significatives de la part du gouvernement, mais aussi un geste des distributeurs en cette période de crise. Cela fait longtemps que nous demandons au gouvernement une loi pour obliger les supermarchés à donner leurs invendus, comme en France. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Cette hausse des prix alimentaires s'explique essentiellement par la flambée des tarifs de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Elle est liée aussi aux effets des restrictions de la pandémie qui ont perturbé les marchés. Producteurs et distributeurs ont répercuté ces hausses sur leurs produits. En mai, le coût des denrées alimentaires en Allemagne avait bondi de plus de 11% après 2 hausses consécutives à 8,6% en avril et 6,2% en mars. Bientôt 4 mois de guerre en Ukraine et pas un jour sans un bombardement. Ce dimanche, une dizaine de maisons ont été détruites dans une petite localité frontalière de la région de Soumy. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a pointé la responsabilité de la Russie. À 300 km plus au sud, dans la région de Kiev, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme s'est rendu dans les villes martyres d'Irpin et de Boutcha pour voir de ses propres yeux les tragédies humaines de cette guerre. Devant les caméras, il assure que les responsables de ces crimes devront payer. Nous ne parlons pas seulement de ceux qui ont commis ces crimes. Ils ont bien sûr une responsabilité, mais nous parlons aussi de ceux qui sont dans la chaîne de commandement jusqu'au sommet. Cela devra faire l'objet d'une enquête. Malgré la pression internationale, Moscou poursuit son offensive. Interviewé par la télévision russe, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a de nouveau justifié l'invasion en Ukraine. Depuis longtemps, les Américains veulent que la Russie n'ait pas le droit d'avoir sa propre voix dans les affaires internationales, qu'elle doive se conformer aux règles dictées par les États-Unis. Mais je crois qu'il est clair qu'ils ne réussiront pas. Sur le terrain, les combats se concentrent toujours autour de la ville clé de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur local a reconnu que les Russes contrôlaient une grande partie de la ville, mais pas dans sa totalité, démentant ainsi les déclarations de Moscou. L'Espagne toujours aux prises avec des feux de forêt dont le plus important a déjà détruit plus de 25 000 hectares dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille et Léon près de la frontière avec le Portugal. Les pompiers espagnols continuent par ailleurs à lutter avec acharnement contre plusieurs incendies en Catalogne et en Navarre. 600 hectares de végétation sont aussi partis en fumée dans le Var, dans le sud de la France. Cet incendie a été causé par un tir d'artillerie dans un important camp d'entraînement de l'armée française. Quelques 300 sapeurs-pompiers civils et militaires ont été déployés pour éteindre le sinistre. La vague de chaleur extrême et précoce qui s'abat depuis quelques jours sur le sud et le centre de l'Europe n'épargne pas l'Allemagne. L'incendie qui s'était déclaré vendredi dans le Brandebourg près de Berlin s'est encore étendu. Il concerne désormais une centaine d'hectares. Près de 700 personnes ont été évacuées. Un doublé français ce dimanche lors du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP remporté sous une chaleur étouffante par le champion du monde en titre Fabio Quartararo. Parti en deuxième position, le pilote Yamaha a doublé dès le premier virage l'Italien Francesco Bagnaia qui a ensuite chuté au troisième tour. Un incident qui a profité à l'autre Français de la course, Johan Zarco. L'Australien Jack Miller sur Ducati a remporté ses duels pour la troisième place. D'abord face à l'Espagnol Maverick Viñales, contraint à l'abandon pour des raisons techniques. Puis face à l'autre Espagnol, Alex Espargaro sur Aprilia. Fabio Quartararo s'impose avec 4 secondes d'avance sur son compatriote Johan Zarco. Les deux Français avaient déjà réalisé un doublé lors du Grand Prix du Portugal en avril, ainsi qu'à Doha la saison dernière. Au classement du championnat du monde, à mi-parcours, Fabio Quartararo compte désormais 34 points d'avance sur l'Espagnol Alex Espargaro. Johan Zarco complète le podium.
Prochaine course le week-end prochain aux Pays-Bas.